Il y a eu 2 avions de transport militaire qui se sont rendus au Venezuela, de très longs trajets, compte tenu de l'espace aérien qu'ils ont dû contourner. 2 au cours de la dernière semaine environ. Que pourraient-ils transporter? Et sont-ils significatifs ou non, selon votre interprétation et votre évaluation? Ce sont des IL-76. Tu sais, si tu connais un peu, les gros transports sont assurés par quoi? La N-124. Les IL-76 peuvent transporter, tu sais, 2 ou 3 Pantsir, les systèmes de défense aérienne mobile à courte portée. Ils viennent d'Afrique, donc peut-être qu'ils puisent dans les stocks que la Russie avait fournis là-bas quand Wagner opérait. Maintenant, c'est le corps africain, donc peut-être qu'ils utilisent une partie de ces stocks. Peut-être que certains conseillers arrivent aussi. La durabilité, c'est essentiel. Je veux dire, tu peux faire venir de bons éléments, mais comment les maintenir sur la durée? Une fois que cette guerre commencera, il n'y aura plus d'avions qui atterriront au Venezuela. C'est garanti. Nous avons des groupes de combat, de porte-avions, au large des côtes du Venezuela pour empêcher tout cela de se produire. Donc, ce n'est pas une bouée de sauvetage, ce n'est pas le pont aérien de Berlin, avec un flux constant d'appareils. Ce sont, disons, peut-être des gestes politiques, mais le gouvernement russe a déjà déclaré qu'il n'y avait rien qu'il puisse faire pour le Venezuela. C'est tout. Il n'y a littéralement rien qu'il puisse faire. La Russie ne va pas s'engager dans une guerre ouverte avec les États-Unis au Venezuela dans ces conditions logistiques. La Russie ne peut pas soutenir ce combat. La force de la Russie réside dans ses lignes de communication intérieures. En réalité, dans la guerre en Ukraine, en ce moment, la Russie opère littéralement depuis son industrie de défense jusqu'à sa région frontalière. Elle n'a pas à parcourir de longues distances. Cela n'a pas vraiment de signification particulière. Je pense que les gens en tirent des conclusions exagérées. Je ne sais pas ce qu'il y a à bord de ces avions. Encore une fois, l'industrie de la défense et Wagner. Peut-être qu'il déploie quelques conseillers. Mais encore une fois, c'est une mission suicide. Vous envoyez des conseillers, et ensuite, où est votre force de réaction rapide quand nos gars arrivent pour les traquer? Et nous le ferons. Nous le ferons. Voilà tout. Je ne veux pas trop interpréter cela. Le Venezuela est dans une situation très très mauvaise. Et il n'y a pas d'armes. Je veux dire, si j'étais les Vénézuéliens, je lancerais aujourd'hui une attaque surprise contre les États-Unis avec tout ce que j'ai. Je ferais décoller tous mes avions et j'essaierais de faire exploser autant de F-35 que possible sur les pistes. Je saturerais un groupe aéronaval avec tous les missiles anti-navires dont je dispose et j'essaierais de couler un navire et de causer des dégâts. Parce que c'est votre seule chance. Une fois la guerre commencée, nous contrôlons la situation. Nous le faisons mieux qu'eux. Nous avons la guerre électronique. Nous avons de meilleurs missiles. Nous avons tout en mieux. Donc, la seule chose que nous ne ferons pas bien, c'est une présence terrestre prolongée sur le sol vénézuélien. Surtout en avançant vers l'intérieur, là où se trouvent les jungles. C'est là que la guerre de guérilla entre en jeu. Et nous n'allons pas la gagner. Nous allons la perdre. Et au final, nous perdrons la guerre au Venezuela. Quel que soit le gouvernement que nous mettrons en place, il ne sera pas durable. Mais cela n'aide pas à court terme, car en ce moment, nous avons des idiots qui croient qu'ils peuvent y arriver. Et que Dieu bénisse cet amiral pour avoir démissionné, mais il ne dira littéralement rien, car malheureusement, s'exprimer contre le président des États-Unis l'expose à être rappelé en service actif. Alors, il pourrait être tenu responsable de ses paroles. Il n'y a pas de liberté d'expression dans l'armée, et on ne perd pas ses obligations au titre du Code de justice militaire lorsqu'on prend sa retraite en tant qu'officier général. Donc, encourager les gens à s'exprimer,
Je veux dire, oui, j'aimerais voir des personnes ayant le courage de le faire. Mais avec cette administration, ce FBI, ce ministère de la Justice, ce ministère de la Défense, on ne trouvera pas beaucoup de gens prêts à sacrifier leur retraite, leur avenir, leur sécurité ou leur famille. Je ne retiens pas mon souffle en attendant la prochaine génération de Smedley Butler. Pourquoi maintenant? C'est un programme qui dure depuis longtemps, surtout pour les États-Unis, le changement de régime. À l'époque de l'administration Bush Jr., il y a eu un coup d'État orchestré par la CIA. Ils ont essayé d'évincer Hugo Chavez, mais n'ont pas réussi. Aujourd'hui, il semble que les tensions reviennent à ce niveau, voire pire. Eh bien, ma spéculation, comme j'ai essayé de l'expliquer auparavant, c'est que nous avons besoin d'une sorte de démonstration prouvant que nous sommes toujours le pays le plus puissant du monde. Souvenez-vous quand Biden a été interrogé par le journaliste de 60 minutes, « Pensez-vous que nous pouvons gérer peut-être 2 guerres en même temps ?» Et il a répondu, « Nous sommes les États-Unis d'Amérique, le pays le plus puissant du monde, le pays le plus puissant de l'histoire du monde. » Eh bien, ce n'est pas le cas. Et à court terme, on peut avoir Marco Rubio qui court partout, et le vieux Dick Cheney, vous savez, qui dirige le département de la guerre. Mais comme Scott l'a dit, où cela va-t-il mener? Est-ce que cela va repartir dans les jungles, comme au Vietnam? Ce sera inévitable si on poursuit dans cette voie. Donc, ma prédiction, pour ce qu'elle vaut, c'est qu'ils vont pilonner le Venezuela à coups de Tomahawk. Ils essaieront de frapper Maduro, pas avec un Tomahawk, mais avec la CIA. Mais je ne suis pas sûr qu'ils puissent réussir. L'autre chose que je dirais, c'est ceci. Les Russes ont fait preuve d'une patience incroyable, vraiment incroyable, face aux manigances de cette administration. C'est à peine croyable. Alors les États-Unis frappent et bombardent l'Iran. Et que dit le Kremlin? Eh bien d'accord, c'est une autre région. Cela reste subordonné à notre désir primordial d'établir une plus décente avec les États-Unis. Les Russes veulent cela. La question est de savoir si Trump le veut. Je pense que oui, mais il est vraiment limité par les fous qui l'entourent. Et si les Russes disaient « Écoute Donald, si tu décides d'envahir le Venezuela, oublie toute relation décente avec nous. Nous nous opposerons à toi à chaque étape. Nous réglerons la question de l'Ukraine, que ça te plaise ou non, et nous te ridiculiserons pour t'être retrouvé du mauvais côté de cette affaire. Nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire d'ici la fin de l'année. Regarde-nous. Maintenant, est-ce que cela aurait un effet dissuasif sur Trump? Peut-être sur lui, mais avec Lindsey Graham, Pete Hegseth, Marco Rubio et les autres, ils finiront probablement par l'emporter. Je soupçonne qu'il y aura beaucoup de bombardements et beaucoup de Tomahawk envoyés au Venezuela. Je ne suis pas sûr que quelqu'un ait la stupidité d'y envoyer les marines. Un nombre massif de milices se forme actuellement au Venezuela. Elles se préparent à une longue guerre de guérilla, presque prolongée, dont vous avez dit qu'elle ne se terminerait pas bien pour les États-Unis. Pourquoi cela prend-il cette direction? Pourquoi maintenant? Et pourquoi maintenant, comme je l'ai demandé à Ray? Marco Rubio. Marco Rubio. Que veux-tu dire? Pourquoi maintenant? Il est à la fois secrétaire d'État et conseiller à la sécurité nationale. C'était inévitable. Dès que Rubio est devenu secrétaire d'État, on savait que nous allions nous en prendre au Venezuela, parce que c'est son projet de cœur depuis 2016. Donc tu vois, ça devait arriver. Trump a mis la mauvaise personne au poste de secrétaire d'État. Si nous avions eu un autre secrétaire d'État, nous aurions eu d'autres priorités. Mais tu sais, Marco Rubio, il pense que c'est ce qui va lui permettre de devenir président des États-Unis. C'est ce qui va faire son nom. Donc c'était inévitable. Voilà pourquoi maintenant, parce que Rubio est à la fois secrétaire d'État
et conseiller à la sécurité nationale. Il prend toutes les décisions. Il n'y a absolument aucun contre-pouvoir face à cet homme. Vous savez, il peut chuchoter à l'oreille du président 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en tant que conseiller à la sécurité nationale. Il peut contourner tous les autres secrétaires. Hegseth veut être entendu, peut-être qu'il veut venir dire « Hey, peut-être qu'on ne devrait pas faire ça ». Mais Rubio est là en tant que conseiller à la sécurité nationale. Et puis, quand la réunion des principaux responsables a lieu et que Hegseth est présent, Rubio, en tant que secrétaire d'État, peut présenter un contre-argument. Mais il a déjà pollué l'esprit de Trump. C'est une tragédie annoncée. Et Ray, j'espère que les Marines ne débarqueront pas. Mais malheureusement, je pense que nous avons des gens vraiment stupides, tout à fait capables de faire des choses stupides. Et voici une administration qui n'a pas encore connu les sacs mortuaires, ni les conséquences politiques des sacs mortuaires. Et ce sera pire pour cette administration, car elle avait promis la paix. Elle avait dit à sa base que ce serait l'administration de la paix. Il s'avère que celle-ci a le potentiel d'être l'une des administrations les plus bellicistes que nous ayons jamais eues. Ce n'est pas seulement le Venezuela. Cet homme veut aller tuer des Nigérians. Il veut s'impliquer dans la défense du christianisme au Nigeria. C'est un homme responsable du génocide à Gaza. Littéralement, il a déjà bombardé l'Iran. Et maintenant, vous savez, nous prétendons nous laver les mains de la guerre en Ukraine, mais nous fournissons des armes directement et indirectement qui entraînent la mort de milliers d'hommes ukrainiens chaque jour. C'est un homme littéralement couvert du sang de personnes à travers le monde, et nous ne sommes même pas encore officiellement entrés en guerre. Attendez de voir quand nous en arriverons au Venezuela. La Colombie ne restera pas les bras croisés. Donc, vous savez, quand on en arrive au Venezuela, c'est 2 pour le prix d'1. Vous obtenez le Venezuela et vous obtenez la Colombie. Et l'autre chose que les gens doivent comprendre, c'est que le commandement Sud a été l'un de ces commandements auxquels personne n'a prêté attention. Il a simplement été là. Si vous pensez que cela signifie que nous n'avons rien fait, vous ne savez rien du commandement Sud. La Delta Force a arpenté ces forêts. La DEA dispose d'une véritable armée paramilitaire pour les opérations antidrogue, et je parle de dizaines de milliers d'hommes. Les forces spéciales sont là-bas depuis un moment, à s'entraîner et tout le reste. Nos troupes conventionnelles y vont et travaillent avec les hélicoptères et tout. Nous sommes actifs en Amérique du Sud et en Amérique centrale depuis des décennies. Très actifs. Et ces gens-là deviennent complètement focalisés, ils mettent des œillères. Alors ceux qui donnent des conseils font venir les gars de la DEA en disant « Oh, on s'en charge, on a de bonnes relations avec les habitants. On peut y aller et faire des opérations. » Et la CIA les accompagne en construisant leur petite armée locale. Delta est là en disant « On peut faire une capture quand vous voulez. On est vraiment bon dans ce domaine. » Et les SEALs attendent juste de traverser une plage quelque part pour tuer quelqu'un au couteau. Ouais, on n'a pas les bonnes personnes qui parlent au président. Les gens qui disent que tout ce que nous avons fait, Monsieur le Président, vous devez le savoir, cela n'a pas fonctionné. La guerre contre la drogue, nous l'avons perdue. Nous sommes en train de la perdre. Tout ce que nous avons fait, nous tuons des gens, mais cela ne résout jamais le problème. La solution militaire n'a jamais réussi. Et le Panama, Scott? Eh bien, bon sang, quel grand succès là-bas. Et je veux juste dire, vous parlez de ces milices. Le Panama avait aussi une milice citoyenne. J'ai oublié le nom de la banlieue de Panama City que nous avons incendiée et où nous avons tué des milliers de personnes. La milice vénézuélienne, dans un affrontement direct contre l'armée américaine, n'a aucune chance. Nous les massacrerons. Maintenant, si nous nous retrouvons dans une situation de guerre de guérilla, c'est différent.
Mais l'idée qu'il y aurait 10 000 membres de milices rassemblés pour prendre le contrôle, c'est juste une cible. Et nous avons des armes à distance qui les tueront tous. Je ne l'encourage pas. Je ne le veux pas. Je ne fais qu'énoncer un fait. Nous avons aujourd'hui un président qui assassine littéralement des gens dans des bateaux au large du Venezuela. Nous ne savons pas ce que font ces bateaux, et cela n'a aucune importance. C'est un meurtre, c'est un crime de guerre, et les hommes qui exécutent ces ordres sont des criminels de guerre. Et ceux qui donnent les ordres sont des criminels de guerre. On ne peut pas se défendre en disant « je ne fais qu'obéir aux ordres ». Les règles d'engagement sont claires. Ces gens ne présentent pas d'armes. Nous ne sommes pas en état de guerre. Vous n'avez aucun droit de bombarder ce bateau. Absolument aucun. Zéro. Et dès l'instant où vous le faites, vous commettez un meurtre. Vous voulez que ces gens prennent la bonne décision, qu'ils fassent le choix moral. Ce sont déjà des criminels de guerre. Que pouvons-nous attendre de plus de leur part? Danny, je voulais dire que je commence à éprouver de la compassion, non seulement pour les Marines, mais aussi pour Donald Trump. Avoir Marco Rubio qui lui chuchote à l'oreille toute la journée doit être une punition assez terrible. Blague à part, tu sais, on en est arrivé à un point où le président des États-Unis peut dire « Eh bien non, je ne pense pas que Maduro en ait encore pour longtemps. » Et le journaliste qui lui pose ces questions se contente de répondre « Oh, c'est intéressant. Ah, d'accord, oui. » Tu vois, c'est devenu normalisé que nous fassions ce genre de choses. Je pense que peut-être les médias indépendants auront un certain impact ici. Au moins, nous avons évolué par rapport à ce que nous étions. Et peut-être que le peuple américain, ainsi que ceux qui ont soutenu Trump, diront « Eh bien, attendez une seconde. Scott a mentionné que vous nous aviez promis la paix. Vous allez déclencher une autre guerre ici, avec des sacs mortuaires et tout le reste. » Je ne sais pas. Ce sera quelque chose à observer au cours des prochaines semaines. J'espère juste que ce n'est qu'un bluff, et qu'après que Hegseth et les autres auront battu leur coulpe pendant un moment, rien de plus grave que l'invasion et la prise de l'île de la Grenade ne se produira. Quand il s'agit de tout ce que font les États-Unis, c'est un peu comme les conséquences politiques dont tu parlais plus tôt, Scott. Il suffit vraiment d'une seule frappe pour provoquer un cauchemar en matière de relations publiques. Un navire coulé, un avion de chasse abattu. Et cela crée un énorme problème politique pour une administration Trump qui disait « Regardez cette longue liste d'accords de paix, à première vue incontestable, que nous avons conclus. » Mais regarde ce que nous avons fait, Danny. Je veux dire, nous avons des troupes américaines dans des villes américaines. Le peuple américain ne fait absolument rien. Nous avons des brutes, bottés de lice, masqués, sans insigne, traquant les gens comme des chiens. Et tous les partisans de MAGA disent « C'est pour ça que j'ai voté. C'est pour ça que j'ai voté. » Donc Trump les a conditionnés à accepter ces absurdités. Je veux dire, les mêmes personnes qui crient contre l'ICE et disent « Il faut se débarrasser de ces immigrés » vont tomber dans le piège du discours « Maduro, trafic du fentanyl, et nous devons l'éliminer ». Je ne pense pas, enfin, je pense que Trump, que ce soit volontaire ou accidentel, a fait le meilleur travail possible pour préconditionner le peuple américain à cela. Et si cela échoue, quelle sera la prochaine chose qu'il fera? Un ordre a été donné au secrétaire à la guerre de préparer la garde nationale à envoyer des forces de réaction d'urgence dans chaque ville américaine à partir de janvier 2026. Et où est le Congrès? Où est le peuple américain? Où est la garde nationale? Vous savez, où sont les gens qui se lèvent pour dire « Non, cela n'arrivera pas. Non, Monsieur le Président, nous n'allons pas faire ça. » Le Congrès, non. Par-dessus notre cadavre, littéralement, Monsieur le Président. La Cour suprême,
Non, cela n'arrivera pas, Monsieur le Président. Tout le monde se tait. Le peuple américain applaudit. C'est la partie la plus triste. Nous avons des voyous dans la rue qui traquent des gens, et le peuple américain les encourage. Je sais qu'il y a une poignée de personnes qui disent « Non, nous ne devrions pas faire ça ». MAGA, les types qui ont mis ce fou au pouvoir, c'est pour ça que j'ai voté. Des soldats américains dans la rue. C'est pour ça que j'ai voté. Non, personne n'a voté pour piétiner la Constitution. Et si vous pensez qu'il est bon d'avoir des soldats américains dans les rues d'une ville américaine qui n'a pas été envahie, alors vous ne comprenez rien à la Constitution. Après tout, nous sommes une république constitutionnelle. Donc, si vous ne comprenez rien à la Constitution, vous n'êtes pas vraiment un Américain, n'est-ce pas? En réalité, si vous faites partie de ces gens qui disent que c'est ce qu'ils veulent, vous êtes à peu près la personne la plus anti-américaine que j'ai jamais rencontrée de ma vie. Je m'excuse pour le langage, mais je n'ai aucune estime pour ceux qui sont prêts à jeter la Constitution aux orties juste pour pouvoir rester chez eux, boire leur bière, grossir et regarder des gens se faire traquer comme si c'était un divertissement. En parlant des Supremes, je suppose qu'ils vont prendre d'importantes décisions concernant les tarifs douaniers. Ce sera quelque chose d'important. J'ai un peu d'espoir qu'ils prendront la bonne décision à ce sujet. Ils pourraient même exiger que Trump rende l'argent supplémentaire que nous avons gagné grâce aux tarifs. Je pense que cela lui donnerait une petite claque symbolique. Et les Supremes, vous savez, ne sont pas vraiment ceux dont il s'attend habituellement à ce qu'ils se retournent contre lui. Donc peut-être que c'est un espoir vain, mais les Supremes représentent la troisième branche de notre gouvernement. Du moins, c'est ce que j'ai appris. Et cela incitera-t-il Trump à se montrer un peu plus prudent parce qu'il est jusqu'au cou dans cette affaire? Je veux dire, le gouvernement est à l'arrêt, il est perdu en Asie, il est en train de perdre l'Ukraine, et il est embarrassé parce qu'il cautionne à Gaza. Je veux dire, jusqu'où va-t-il creuser ce trou avant d'essayer d'en sortir? Je n'en sais rien. Mais tout est en mouvement. C'est peut-être le principal message. Et encore une fois, nous verrons bien quand l'USS Gerald R. Ford arrivera au large du Venezuela. Je ne m'inquiète pas de voir le Gerald R. Ford arriver sur zone. Ils peuvent voler. Puis-je faire une petite remarque? J'ai eu la mauvaise idée de lire le chat. À tous les abrutis qui disent « c'est pour ça que j'ai voté ». Non, c'est pas vrai. Vous n'en avez aucune idée. Je n'ai pas vu ça. 25 millions d'immigrés en situation irrégulière. Eh, les idiots. Il y a une chanson que Joan Baez et Bob Dylan chantent, intitulée « Deportis ». Elle parle, je crois, de Los Gatos Canyon. Il y avait un C-46 qui s'est écrasé, peut-être en 1946 ou 1947, juste après la Seconde Guerre mondiale, avec un groupe de personnes expulsées. Vous savez, nous renvoyons des gens depuis longtemps. Ce n'est pas nouveau. Et vous tous qui allez à l'épicerie et achetez des légumes frais, devinez qui les accueillit? Très probablement, pas moi. Des immigrés sans papier. Tous les travaux de toiture que vous avez, oh Scott, ce sont des équipes 100% américaines? Pas vraiment. L'Amérique fonctionne grâce aux sans-papiers. Nous dépendons d'eux depuis des décennies. C'est ce que nous voulons. C'est ce que nous avons fait. C'est ainsi que notre économie fonctionne. Et maintenant, s'asseoir ici et rendre cela politique, comme l'a fait le président, c'est du pur divertissement. C'est un film macabre, rien d'autre. Cela ne corrige pas le problème, parce que le problème ne peut pas être corrigé. Et le président ne le corrige pas, parce qu'il a accordé des dérogations à tout le monde. C'est du pur divertissement. Et si vous êtes là dehors à défendre ce que le président a fait, vous êtes plus bête que de la crotte. Je vais le dire comme ça. J'en ai assez de ces gens. C'est pour ça que j'ai voté.
Vous ne savez pas pourquoi vous avez voté. Et je vais vous dire une chose. Le jour où vous serez coincé dans un bel embouteillage sans votre pièce d'identité et qu'on vous posera une question, eh bien, je suis américain, et qu'on vous sortira de la voiture pour vous tabasser, je vais en rire. Je vais rire quand ça t'arrivera. J'en ai juste marre de ces gens, Danny. Ils sont stupides. Ce sont des citoyens de salon, et ils ne sont même pas citoyens. Tu n'as pas voté pour ça, et tu es ignorant. Si tu ne connais pas la relation entre l'économie des États-Unis et les immigrés illégaux, alors tu es stupide. Ce pays repose sur le dos du travail effectué par les immigrés illégaux depuis 50 à 60 ans. C'est ce pourquoi nous avons été conçus. C'est de l'esclavage sous un autre nom, et pourtant nous l'ignorons. Ces petits gens de couleur qui font ton lit dans les hôtels, ces petits gens de couleur qui font tout en Amérique et auxquels nous fermons les yeux, ils me dégoûtent, Danny. Je suis désolé. Je sais que c'est ton public. Mais bien écoute, je veux dire, je partage ce sentiment. Tu sais, les personnes sans papier, les gens qui ne sont pas citoyens légaux, la quantité d'exploitation qui existe est absolument incroyable. Et c'est tout à fait vrai. L'économie américaine, pour ce qu'elle vaut, étant donné qu'elle ne fonctionne pas pour la grande majorité des gens en ce moment, ces personnes font le travail le plus dur pour la plus faible récompense, sans parler des dangers que l'on voit partout en vidéo. Parce que je vais les éteindre après ça. La Constitution des États-Unis ne te protège pas? Lis donc cette fichue Constitution. Lis les décisions de la Cour suprême. Tu ne sais même pas de quoi tu parles. La Constitution protège tout le monde aux États-Unis, qu'ils soient citoyens américains ou non. Ils ont droit à une procédure régulière. Permettez-moi simplement d'ajouter, d'un point de vue humain, mes grands-parents étaient des étrangers. Je ne crois pas qu'un être humain puisse être illégal. Je pense que beaucoup d'entre nous viennent d'une tradition de foi qui accorde un traitement préférentiel aux étrangers, aux veuves, aux réfugiés, aux orphelins. Du moins, c'est ce que nous prétendons croire. Donc un des problèmes que j'ai concerne l'Église institutionnelle qui le sait et prétend le suivre, mais ne prêche pas la parole. Et il peut y avoir des chrétiens imbus d'eux-mêmes qui croient faire exactement ce qu'il faut en donnant des coups de pied à ces étrangers illégaux et en les chassant du pays. Vous savez, c'est un échec de nos dirigeants moraux, et le résultat de cela est un défi pour le reste d'entre nous, parce qu'il n'y a que nous. Je veux dire, il n'y en a jamais eu d'autres. Et quand les gens te disent « Oh, nous ne sommes pas assez nombreux », eh bien c'est ce qu'ils ont dit à César Chavez quand il a proposé « Faisons un boycott du raisin ». Je m'en souviens très bien, c'est l'avantage d'être vieux. Oui, il a dit « Faisons-le » et ils ont répondu « Non, non, César, c'est fou, nous ne sommes pas assez nombreux ». Il a dit « Nous sommes assez nombreux, mais rien ne se passera sans action ». D'accord? Donc rien ne se passera sans action. Et c'est à nous d'agir. Nous ne pouvons pas chercher un leadership moral ailleurs. C'est ici, Scott, toi, Danny, moi, et les gens qui écoutent, ceux qui ont le courage de défendre ce qu'ils disent croire. Et cela signifie traiter les pauvres avec préférence, pas seulement avec égalité, mais avec préférence, parce qu'ils le méritent. Du moins, c'est la tradition de foi à laquelle j'appartiens. Eh bien, c'est ce que Jésus nous a enseigné. Si tu te dis chrétien, je te le dis tout de suite, j'ai désactivé les commentaires. Donc je m'en fiche maintenant. C'est dangereux, Scott. C'est dangereux d'y aller, parce que les gens disent des choses comme ça. Ils ont littéralement essayé de m'énerver, et ils ont réussi. Mais, vous savez, nous avons cette majorité morale en Amérique. Vous savez, nous sommes une nation chrétienne. Nous avons cette éthique judéo-chrétienne, ce fondement. Si vous allez à l'église, que vous avez été baptisé, que vous vous appelez chrétien,
et que vous applaudissez ce que fait l'ICE, vous n'êtes pas chrétien. Pas du tout. Parce que je peux vous le garantir, Jésus ne permettrait pas que cela arrive. Ce n'est pas ce que Jésus ferait. Tu n'as pas besoin d'être chrétien. Tu as besoin d'être humain. L'une de mes citations préférées vient de Kurt Vonnegut, un humaniste, athée, agnostique. On lui a demandé, « Kurt, que penses-tu de Jésus de Nazareth ?» Et il a répondu, « Oh, eh bien tu sais, je ne sais pas s'il était le Fils de Dieu ou non, mais sans le sermon sur la montagne, je crois que je préférerais être un cafard. » Réfléchis à ça, d'accord? Maintenant, nous avons la Constitution. C'est formidable. Mais nous avons aussi le sermon sur la montagne, qui est un vrai défi. L'idéal pour moi, c'est de combiner les deux et de donner la priorité à ceux qui ont le plus besoin d'aide. Comme mes ancêtres ont bénéficié d'une telle priorité il y a 2 siècles, il y a 1 siècle.